Hello les guys, c'est encore grâce aujourd'hui pour un nouveau numéro de I Made It. On se retrouve avec une personne pour qui on a eu du fil à retordre. C'est-à-dire le recevoir, c'était pas facile. Mais vous allez l'entendre tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vraiment, il sait de quoi il parle et il sait là où il va. Aujourd'hui, je reçois Fanel Gimfa, qui est le promoteur de Étincelle Plus. Fanel, bonsoir. Bonsoir, Grâce. Comment tu vas? Très bien. Très très bien, c'est ce que je vois, tu as le sourire jusqu'aux oreilles, ça fait plaisir. Oh mais ça va toujours. Même quand... Bon, tu comprends ce que je vais dire, mais ça va. Considérant que ça va. Ça peut être difficile de te retrouver ici? Je vais être honnête, c'était difficile. Mais j'ai su me battre, j'ai su chercher, mais ça va, tranquille. Les bonnes choses sont toujours compliquées à voir. Je précise qu'on est au niveau de l'hôtel Cincinnati à Mimboman. Donc si jamais vous avez des événements ou si simplement vous voulez vous reposer, vous pouvez venir dans ce petit coin vraiment reculé, éloigné de tout. C'est la petite page publicité. Donc maintenant, on va rentrer dans ce qui nous amène ici, dans le vif du sujet. Alors Fanel, tu es promoteur d'Étincelle Plus. Aujourd'hui sur la toile, tu as un peu plus de 50 000 abonnés et tu te les as fait en moins d'une année. Comment est-ce que tu as fait ça? C'est un... On va dire, j'arrive pas à comprendre comment ça s'est fait et surtout que tu n'es pas dans des contenus à caractère humoristique, tu n'es pas dans la musique. Qu'est-ce qui est le secret de ton succès? Ok, trois choses. La première chose, je dirais, c'est bon, le succès au niveau en ligne, dans le digital. Okay. La première chose, c'est la régularité dans les contenus. Parce que au quotidien, nous, on s'est fixé une discipline du genre, tous les jours, on publie. Il ne faudrait pas qu'un jour passe sans qu'on ne publie. Donc, il y a cette régularité des contenus-là qui fait en sorte que quand tout le temps tu publies, forcément, l'algorithme va mieux te référencer par rapport à d'autres personnes. Et c'est comme ça que voilà, ça prend de l'envol. La deuxième chose, c'est la pertinence des contenus. Au niveau de la pertinence des contenus, qu'est-ce que je dirais? Je dirais tout simplement que on a une ligne éditoriale. Et en fonction de la ligne éditoriale, là, on s'attelle au maximum à apporter véritablement de la valeur. Parce qu'une fois que tu apportes de la valeur à ton audience, ils vont tout le temps vouloir revenir suivre ce que tu fais. Exactement. Et lorsque la personne se rend compte que c'est pertinent ce que tu dis sur la durée, la personne est avec toi et te suit comme si c'est... ça vient indépendant. Exactement. Donc c'est comme ça que l'audience augmente progressivement. Et la troisième chose, je dirais, c'est s'associer également avec d'autres personnes qui ont aussi cette visibilité-là. Parce que en ligne, j'aime souvent dire on ne vient pas de nulle part. Et généralement, pour avoir une certaine crédibilité, il faut s'associer avec des personnes qui ont déjà cette crédibilité-là. Donc du coup, il y a également cette stratégie qu'on a eu à mettre en place qui faisait en sorte qu'on allait vers des personnes qui ont déjà cette crédibilité-là. On les invitait exactement comme vous êtes en train de faire. Tu n'as pas compris. C'est ça, c'est ça. Mais nous, on faisait ça plutôt en ligne, sur Facebook en direct. Dans les directs sur Facebook et tout, on invitait des personnes comme ça. On posait des questions et tout, voilà, donc c'est comme ça. Je comprends pourquoi tu es facilement entré dans le bain, tu as facilement compris où est-ce que je voulais aller. Tu parlais de ligne éditoriale tout à l'heure et je vais m'en référer à votre devise, faire jaillir le potentiel qui est en nous. D'où est venu, pour moi c'est un mantra, d'où est venu ce mantra-là? Bon, faire jaillir notre véritable potentiel. Voilà, il fallait insister sur ça, sinon c'est plus pareil. Faire jaillir notre véritable potentiel. En fait, pourquoi c'est notre et pas votre? C'est notre parce qu'on se dit, l'objectif n'est pas qu'on est là peut-être pour travailler pour vous. C'est pas ça un peu l'objectif. L'objectif c'est genre, on se dit, ok, nous on veut avoir des personnes, donc ça dit constituer peut-être un écosystème, une communauté, où on sera un ensemble de jeunes et ensemble donc on fera jaillir exactement, on fera jaillir donc notre véritable potentiel. Pour revenir à ta question, tu me demandais d'où m'est venue l'idée et tout ça. Bon, c'est vrai que je vais pas, bon, les détails seront un peu longs, mais je vais faire un résumé. L'idée m'est venue parce que moi personnellement j'ai eu le déclic avec la lecture. La lecture, avec la lecture. Pendant le contexte. Oui, exactement, exactement. Donc j'ai eu le déclic avec la lecture et puis pour moi c'est ça l'étincelle. C'est ça l'étincelle. Et du coup je me dis,
Si moi j'ai eu cette chance, parce que je considère que c'est une chance, on ne sait pas, les circonstances de la vie m'ont amené là. Donc, donc c'est une chance pour moi. Donc si j'ai eu cette chance-là, je me dis que je peux donc apporter aux autres, je peux transmettre, exactement, je peux aussi faire jaillir le déclic là chez d'autres personnes. Donc je me dis, si on réussit donc à se mettre ensemble et qu'on travaille, bref, on crée des contenus vraiment intéressants et motivants pour les jeunes et pour tous ceux qui veulent se démarquer. Du coup, ça peut favoriser donc à ce que chacun qui rejoint le projet fasse jaillir son potentiel et le potentiel du truc en fait. Très très intéressant parce que quand je dis que tu comprends facilement où je vais venir, ça me ponte. En regardant ta vidéo sur la naissance d'étincelle, je me suis dit, ah bah quand même, parce qu'en 2019, tout le monde est confiné à la maison, on s'ennuie, on n'a plus cours, on ne travaille plus. Et toi, tu décides que non, il faut quand même que tu fasses quelque chose, tu te mets à lire. Tu parles à tes parents en leur disant que, bon, moi j'ai suivi pas mal de choses, j'ai lu des choses, je vais me lancer. Et tout de suite, je ne vais pas dire qu'ils sont réticents, mais je me dis, en me mettant à leur place, ils ont peut-être peur que tu te casses la figure, parce que le Cameroun, c'est pas le lait. On ne donne pas le lait aux entrepreneurs. Et comment est-ce que tu les as convaincus que le projet que tu portais avait de l'avenir? Ce n'est que les résultats. Hein. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que tu es arrivé, tu leur as dit, bon, vous avez refusé. Moi, j'ai commencé tout doucement avec mes vidéos. Non, en fait, c'est pas ça. C'est genre, c'est très bien parce que j'aime la question. Parce que dernièrement, je faisais même aussi une vidéo comme ça sur la page où je faisais un coup de gueule contre les parents. Parce que moi, j'estime que il y a des parents qui... De faire là comme si j'avais un enfant, mais je sais pas, peut-être parce que je suis l'aîné d'une famille, t'entends parler comme ça. Je vais expliquer. Parce que moi, j'estime qu'il y a des parents qui peuvent bloquer le potentiel de leur enfant comme ça, juste parce qu'ils ont envie de leur surprotéger. Mais je comprends la surprotection, là, c'est normal pour les parents, mais il y a une limite à ça. Et pour revenir à la question, en fait, moi, comment est-ce que, au départ, ils n'étaient pas du tout d'accord. Moi, mes parents, ils sont axés école. Parce que, entre guillemets, je suis encore étudiant aussi. Ou entre parenthèses, je suis encore étudiant. Et pour mes parents, c'est qu'ils te payent l'école. Il faudrait que tu apportes les résultats et puis rien d'autre à côté. S'ils voient que ce que tu fais va t'empêcher d'apporter les résultats, ils te disent que laisse-nous ça, tu te concentres. Et en fait, c'était ça. Parce qu'avant même de faire étincelle et tout ça, moi j'ai une passion que beaucoup de gens ne savent pas, c'est la pâtisserie. Et du coup... Je ne suis pas seule. Je crois que tu as vu à ma corpulence que j'aime bien les choses sucrées. Donc voilà, je ne suis pas seule dans cet amour de la pâtisserie. Et qui sait, peut-être je vais entreprendre dans ça, mais bon, c'est un sujet, on met d'abord ça à côté, il ne s'agit pas de moi. D'accord. Donc, moi, il y avait donc cette passion dans la pâtisserie. Je vendais les gâteaux à l'école, les trucs comme ça. Et puis, bon, progressivement, quand je faisais ça, ils voyaient, ils appréciaient. Mais ils me disaient toujours que mon ami, c'est l'école. Quand on t'envoie à l'école, c'est l'école. On ne veut pas que... Ce n'est que ça que nous, on veut. Ce que tu fais à côté, là, surtout, je tiens aussi à préciser que je n'avais pas forcément le besoin de le faire. Parce que les parents mettaient tout à ma disposition pour que je réussisse. Donc, ils n'avaient pas forcément le besoin de... Donc, ils ne comprenaient même pas que pourquoi tu te casses même la tête. Ils ne comprenaient pas trop. Et puis, l'activité des gâteaux que je faisais, j'avais commencé en deuxième année. À un moment donné, je me suis retrouvé en train d'arrêter l'activité parce que, bon, ils m'avaient demandé d'arrêter clairement parce qu'il y avait une phase de compo et ils voulaient que je prépare ça, que je me voilà, que j'arrête. Et puis c'est comme ça que j'ai arrêté et puis voilà. Et puis progressivement, sans toutefois aussi entrer dans les détails, sinon je pense que je serais trop long. À un moment donné, donc, quand je voulais recommencer mon activité de gâteau, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu en conflit avec mes parents parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la phase du confinement, justement, comme tu évoquais tout à l'heure, moi je me suis focalisé uniquement sur les vidéos en ligne, les formations, les livres, tout ça, parce que j'étais vraiment passionné par l'entrepreneuriat. Et du coup, j'avais un peu délaissé l'école parce qu'on ne partait pas à l'école. Donc, moi, je me suis voilà. Donc, je me suis focalisé là-dessus uniquement. Et puis, quand on reprend l'école, je suis dépaysagé. Ça m'énerve même, je ne sens plus la passion dans l'école et tout ça. Et puis bon, l'année là, je faisais le BTS. Je rate le BTS à cause d'une matière parce que ceux qui connaissent un peu le système BTS, c'est genre, il faut valider toutes les matières avec plus de 8 en tout cas. Moi, j'avais une matière où j'avais eu un truc comme si c'est demi. Donc, je rate le BTS.
Et c'était un peu Genre, normal. tes parents voulaient te crucifier. Exactement. Qu'on me disait que, au lieu d'apprendre, toi tu passes ton temps à dire que tu vas entreprendre, tu regardes les vidéos. Donc, mon ami, tout ce que tu veux faire là, il faut arrêter ça. Et là, ils étaient à bout. Ils ne voulaient plus entendre que je parle d'entrepreneuriat, que je veux lancer quoi. Bon, je me dis que bon, je ne peux pas rester sans rien faire. J'avais trop lu, j'avais trop emmagasiné des connaissances. Moi, je voulais partager, il fallait que ça sorte. Et du coup, je me dis, bon, comme mes parents ne sont pas sur le digital là, comme ils ne sont pas trop Facebook là. Donc, on peut faire naître une entreprise à partir de son téléphone. Exactement. Je me dis donc que je peux faire quelque chose sur le digital, vu qu'ils ne vont pas voir, ils ne sont pas sur Facebook, ils ne sont pas sur les réseaux. C'est comme ça que je commence et tout. Mais progressivement, ça a pris de l'ampleur et ils ont eux-mêmes constaté. Ce n'est même pas moi qui est venu vers eux pour leur faire comprendre quoi c'est que je fais. Il y a même leurs amis qui leur disaient que mais il y a ton enfant qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux là. Et progressivement, c'est comme ça qu'ils ont commencé à comprendre. Et puis avec les résultats aussi, avec les changements qu'ils ont vus en ma personne, ils ont commencé à me donner un peu plus de crédibilité et à écouter ce que je faisais. Et c'est comme ça qu'ils m'ont laissé Laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent. En conclusion de cette partie, si on peut dire ça comme ça. Parce que là, je t'entends parler, je me dis, mais effectivement, quand j'essaie de voir dans mon entourage, il y a plein de personnes qui avaient de superbes idées, mais parce que les parents ont dit, vraiment, nous, on veut que tu ailles t'asseoir dans un bureau avec la climatisation et tout et tout. Et puis, je me rends compte que, bon, je fais un truc retour aux sources. Qu'est-ce qui m'a motivé à commencer? Qu'est-ce qui a créé le déclic en moi? C'est la lecture. L'étincelle dans la lecture. Étincelle, en fait, c'est ça. Et c'est donc comme ça que Étincelle vient. Et puis, il me dit, pour embellir un peu, Étincelle plus et tout ça. Voilà. Et puis, voilà. Donc, Étincelle, c'est justement faire jaillir, c'est créer l'étincelle chez d'autres personnes, en gros. Et le plus, c'est pour dire que voilà, il faut toujours en faire plus. Que je comprends vite. Et je disais tout à l'heure à l'un de mes boss que j'ai quand même un peu fait l'école. Bon, ça, c'était une parenthèse. Ça, je ne sais pas à quoi ça nous sert. Je constate dans ton discours que tu dis beaucoup « on ». Nous, ça veut dire que tu ne travailles pas seul. Quand tu lances Étincelle Plus, tu as combien de personnes qui travaillent avec toi? Bon, au départ, je travaillais seul. Au départ, je faisais mes posts seul. Je faisais mes programmes de lecture tout seul. Et puis, progressivement, les gens commençaient à apprécier ce que je faisais et à adhérer à l'idéologie. Justement, avec le programme de lecture, il y a donc eu plusieurs personnes qui ont intégré la team. Parce que lorsqu'on faisait le programme de lecture, on envoyait vraiment des livres aux gens de façon mensuelle. Et puis il y avait des gens qui appréciaient et tout, ça les motivait et tout. Et puis ils voulaient comprendre qui se cache derrière, comprendre qui est le personnage. Et c'est comme ça donc qu'on a eu à faire connaissance et puis ils ont rejoint l'aventure. Donc en gros c'est un peu ça. Aujourd'hui donc il y a combien de personnes? Je ne sais pas si je vais dire tes employés, tes collaborateurs, tes partenaires. Tu les qualifies comment? Collaborateurs, ouais. Ok, les collaborateurs, ils sont au nombre de combien? 8. Eh ben, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Pour quelqu'un qui s'est lancé en moins d'un an, ça va très vite. Et c'est quelque chose à apprécier. Et j'imagine que ça n'a pas été de bout en bout quelque chose de très facile parce qu'au début, les contenus que tu produisais ne rapportaient pas de l'argent. Et j'imagine qu'il y a la connexion, il faut charger le téléphone, c'est le courant qui va se répercuter sur les factures et tout, et tout, et tout. Comment est-ce que tu as commencé à rentabiliser donc les contenus qu'Étincelle Plus proposer à ce moment-là? Bon, pour rentabiliser, c'était simple. On connaissait déjà, bon, simple en théorie, il faut préciser. Simple en théorie. Parce qu'on connaissait aussi, parce que le modèle qu'on a appliqué, ce n'est pas un modèle qui est inconnu, qu'on a inventé l'eau chaude. C'est qu'on s'est juste inspiré de ce qu'on a vu nos aînés faire. Voilà. Donc, le business model, c'est quoi? Le business model, c'est que tu crées les contenus en amont. Les contenus que tu crées, ça t'apporte la visibilité de l'audience. Maintenant, en créant le contenu, tu vas te positionner comme expert dans un domaine bien précis. Et maintenant, à partir de là, tu pourras donc soit vendre des formations, vendre des accompagnements, proposer des services, des livres, etc. Et donc, c'est comme ça en fait que tu rentabilises. Je suis choquée. I'm short of words. I'm amazed. Franchement, il y a de quoi dire que you really made it parce que arriver à comprendre et à assimiler justement le modèle qui a été établi par d'autres personnes pour se positionner de la sorte,
à ton jeune âge, ça mérite quand même les applaudissements. Il faut être humble, apprenant à reconnaître ce qu'il y a de bien. Tu parlais des aînés qui t'ont inspiré. J'imagine que certains de ces modèles sont camerounais. Et je pense en particulier à quelqu'un qui parle de toi en bien, partout où on a eu l'occasion de le croiser, le promoteur des établissements Raffaello. Ah ouais. Je te dis que j'aime mener des enquêtes. Tu n'es pas n'importe où. Hein. Donc voilà, si tu me parles un peu de lui, pourquoi est-ce que il représente un mentor pour toi? Ouais, Monsieur Raffaello, c'est, comme James Bond le dit, et comme je le dis toujours, c'est mon mentor. Parce que j'ai appris que pour arriver à un niveau, il faut t'inspirer de ce que les autres font. Il faut avoir un modèle sur lequel tu vas te calquer et puis progresser. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup aimé l'une de ces entreprises que tu viens de citer, Raffaello. Parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, je m'intéresse un peu à la cuisine. J'ai cette passion-là, la cuisine et tout ça. Et moi, je m'essayais souvent dans mes temps libres et tout ça. Je crois qu'un jour, je ne sais pas dans quel futur, si c'est un futur proche ou futur lointain, qui sait, peut-être que Monsieur Fanel va cuisiner pour nous, parce que je vous ai dit, je suis une femme bantou en forme. Donc, on ne sait jamais où est-ce qu'on va se croiser après ce numéro. Donc voilà, tu aimes la cuisine et comment s'effectue la rencontre? Voilà. En fait, je rencontre M. Raffaello lors d'une conférence à la Startup Academy. Je crois que la conférence portait sur, si je ne dis pas de bêtises, c'était sur l'espionnage industriel, un truc comme ça. Parce qu'il est du domaine véritablement. Et puis la conférence était vraiment ouf. Déjà avant même de venir d'assister à la conférence, je le suivais déjà sur les réseaux, sur son compte Facebook. Et j'aimais vraiment ce qu'il faisait, j'aimais Raffaello et tout ça. Je disais que moi aussi j'ai envie d'entreprendre dans un secteur comme ça. Et puis j'essayais de me calquer sur ce qu'il fait pour pouvoir créer mon modèle après. Voilà. Donc du coup, quand je vois qu'il va donner une conférence, je me dis tiens, c'est l'opportunité de... Ça n'a pas tiré. Exactement, il faut saisir les opportunités. Et puis je pars à la conférence, j'écoute, je pose des questions. La conférence est magnifique, j'apprends énormément de choses d'un grand frère. Et puis je me dis vraiment, je ne me suis pas trompé, c'est lui. Voilà. Et puis à la fin de la conférence, je suis vers lui, naturellement. J'essaie un peu de réseauter, de prendre son contact et tout. Et puis, je ne sais pas si c'est à ce moment précis que il m'a dit cela. Mais bon, je crois que, bref, à partir d'un moment, il m'a dit ça. Il m'a dit, j'aime ce que tu fais en ligne. Ça m'a fait tic. Ok. Donc... Vous ne savez pas ce que vous produisez par arriver. Exactement. Vraiment? Et je crois que c'était lors de cette conversation, après la conférence, si je ne me trompe pas, je lui ai fait comprendre que voilà, j'aime ce qu'il fait et que moi également je suis passionné par la cuisine, l'entrepreneuriat et tout ça. Et puis je lui montre l'une de mes réalisations de pizza. J'avais ça dans mon téléphone, j'avais filmé et tout ça, je lui montre. Après il me pose quelques questions là, vite fait là, je réponds et puis il me dit ok, ils vont ouvrir un prochain point là à Simbok, il va me faire signe. Il dit yes, ça commence très bien. Et puis quelques temps après, quelques mois passent et puis après il m'appelle parce qu'il y avait eu un échange de contacts à cette fois-là. Il m'appelle, il me dit est-ce que tu peux venir au site de Raffaello parce qu'il y a un site Raffaello à Simbok, si je peux venir là. Je dis mais bien sûr, j'arrête tout ce que je fais, je me dépêche, je cours, je viens. Quand j'arrive sur place, ils étaient encore dans les travaux. Et je regarde, je suis vraiment ébahi, voilà, je suis comme un bébé de 6 mois devant la télé et tout ça, je suis vraiment waouh. Ta comparaison est waouh. Ouais, je suis waouh et tout ça. Et puis il me fait comprendre qu'il aimerait que je sois en cuisine. Et moi c'était vraiment ce que je voulais parce que je voulais apprendre, je voulais aussi améliorer mon art en cuisine pour améliorer mes pizzas que je faisais parce que j'avais des difficultés aussi un peu. Donc il me prend en cuisine et c'est comme ça que je travaille pendant 2 mois. Et ces 2 mois-là ont été vraiment une très 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 belle expérience parce que j'ai appris de la vie.
J'ai appris que la vie qu'on voit dehors là, Ce n'est pas ça. On voit des gens que- rouler dans Exactement. des jeeps et tout ça, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a en dessous. C'est compliqué de travailler. Comme ça, tu travailles, tu viens à 9h, tu rentres à 23h, tous les jours. Et surtout, c'est... Et les parents, à ce moment, ils voyaient ça comment? Ils ne se sont pas inquiétés ou bien ils avaient suffisamment confiance au projet que tu leur montrais? Parce que c'est reparti là, je file que je dois comprendre. Oh, mes parents, non, c'est la magie. Je pense que c'est une façon de leur faire un coucou Exactement, et de leur exactement. dire merci pour la formation. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que quand donc Monsieur Raffaello me prend que bon, il faut que tu viennes travailler en cuisine et tout. Bon, moi je n'avais pas encore informé mes parents. Moi je me dis comment je vais même les informer, j'ai réfléchi, je sais qu'ils seront réticents. Je connais déjà la réaction et tout. Donc je trouve le moyen pour expliquer. Et puis ils sont pas d'accord, bizarrement. Dans le premier jour que j'ai travaillé, je suis rentré. C'est le même soir que j'explique que bon, vous voyez, j'ai trouvé un petit job. Je tiens à préciser que c'était pendant la période des vacances. En plus. En plus. J'ai trouvé un petit job et tout, c'est bien, ça me plaît, j'explique, je montre les photos et tout. Ils sont pas d'accord. Et Ils sont pas d'accord. Bref, ils me trouvent des excuses. Je dis que non, moi, c'est ce que moi, il veut faire. Parce que je sais que je vais apprendre derrière M. Raffaello et tout ça. Ça va également me permettre de créer la relation avec lui et tout. Donc moi, j'ai ça en tête qu'il faut que je crée la relation avec lui. Mais mes parents, ils ne comprennent pas ça. C'est comme ça qu'ils sont catégoriques et ils me disent que non, tu ne vas pas travailler. Comme ça que moi, je me braque, je fais, je crois, quelques jours, peut-être une journée, 2 journées, je ne parle à personne dans la maison. Je boude, mais c'est comment avec vous? On ne peut pas se déployer en paix. On ne peut pas. Et puis, c'est comme ça que ma maman commence un peu à se remettre aussi en question. Que bon. Son cœur de mère a flanché. Exactement. Et elle me dit que bon, on va appeler monsieur Nanjo et s'entretenir avec lui pour bien comprendre et s'assurer que voilà, comme elle aime bien ça, elle aime bien protéger tout ça, c'est normal, on comprend aussi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'après il y a eu un entretien avec les parents à Raffaello Simbok avec monsieur Nanjo et c'est comme ça que bon, ils étaient rassurés, ils ont été en contact avec l'homme aussi et ils ont vu que c'était quelqu'un de bien. Et voilà, ils ont été rassurés et c'est comme ça que j'ai travaillé. C'est une belle histoire. Ça veut dire que moi aussi je peux sortir comme ça un jour. Après, bon, je ne vais pas citer mes modèles parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais tu m'as donné une idée là. Je sens que ça va aller très vite pour moi aussi et ça me fait vraiment chaud au cœur. Si je comprends bien, Étincelle Plus naît en ligne et fonctionne encore en ligne. Les formations dont tu les organises, où est-ce que tu as déjà des locaux ou... Non, pas de locaux jusqu'à présent. Ce qu'on fait, c'est que lorsque on veut organiser une formation, soit on l'organise en ligne, sur Zoom, il y a des applications pour le faire très bien, ce qui nous facilite même la tâche parce qu'on s'est rendu compte que la majorité ne sont même pas au Cameroun aussi. Donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus en Afrique de l'Ouest aussi et aussi un peu dans la diaspora, en France, en Allemagne, aux US aussi. Donc on les organise en ligne, ça nous permet de toucher plus de personnes. Voilà. Maintenant quand on organise des conférences en présentiel, ça peut être dans un hôtel, on loue la salle, on fait la communication, on organise la conférence. Et puis la conférence elle est filmée. Donc la vidéo là après ça constitue aussi. C'est-à-dire le gars arrive à trouver les moyens. Non, comme ça s'est passé en présentiel, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui va sortir. Exactement. Mais ça va vite. Je suis... Est-ce qu'on fait ça? Franchement, de tous les invités que j'ai reçus, tu es l'un. Je ne vais pas dire qu'il me frustre, mais tellement les choses sont allées vite pour toi que je me dis, mais attendez, je ne sais pas si vous, les gars, vous vous sentez comme moi, mais c'est extraordinaire ce que tu arrives à faire. Ça me... Voilà. Et est-ce que tu envisages de créer des locaux physiques dans lesquels tu peux officier d'ici peu où tu te dis, bon, en ligne, ça fonctionne bien, donc on en a pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ici combien de temps, si ce n'est pas de point indiscret? Bon, d'ici peut-être la fin de l'année, oui, peut-être d'ici la fin de l'année. Parce que nous, on a un modèle
Et je ne sais pas si tu me permets de présenter un peu le modèle. Notre modèle, c'est le suivant, c'est que nous, on considère le digital comme étant un levier. Et il y a des opportunités à se faire sur le digital. Donc du coup, nous, on est là pour saisir les opportunités. Et puis, après qu'on a saisi les opportunités, on s'est dit, il faut essayer de réinvestir. Bon, quand je parle de saisir les opportunités, je parle de se faire de l'argent. Hein. Voilà. De quoi est-ce qu'on parle? Exactement. Et après, on essaye donc d'implémenter des projets ou un projet physique. Ça peut être dans n'importe quel secteur, ça peut être dans la restauration, ça peut être dans la logistique. Bref, on essaye d'implémenter un projet. Maintenant, le projet va nous donner plus de liquidité, ça va nous faire entrer de l'argent tous les jours. Maintenant, une fois qu'on aura cette stabilité-là, on peut donc se prendre des locaux. Bref, donc voilà un peu notre modèle. On va un pas après l'autre, un pas après l'autre. J'ai entendu quelque chose d'une personne qui te connaît bien. Tu espères, avant tes 30 ans, tu veux avoir 1 milliard. On ne parle pas de francs CFA, écoutez très bien la monnaie. 1 milliard d'euros en banque. Bon, en patrimoine. Patrimoine. C'est la même chose différente. Tant qu'on parle d'argent, je ne sais pas ce que tu vas ajouter. Tant qu'on parle d'argent, 1 milliard d'euros comme patrimoine. Fanen, parlons peu, parlons vrai. En ce moment, si tu as une entreprise qui est née et qui en moins d'1 an a réussi à se faire un nom, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de moi, quand je dis étincelle, puis se disent oui, je connais les petits là, vraiment, c'est quelqu'un et tout. Le chiffre d'affaires approximatif, parce que je me dis bien que par communiquer les chiffres comme ça, c'est pas très fair-play. Tu arrives à te faire combien depuis que tu as commencé? On va dire quoi, par semaine ou par mois environ? Ok, allons par mois. Bon, nous on a commencé à générer de l'argent tout récemment. C'est peut-être ce qui est véritablement, hein, quand on dit que l'argent entre là. Ouais, c'était récent. C'était à partir je crois, du dernier trimestre de l'année 2022. Et c'est à partir donc de cet instant qu'on a commencé à générer. Et puis, je dirais, du dernier trimestre là, on s'est fait pratiquement 3 millions de chiffres d'affaires. Maman Nakai, attends, les chiffres formels. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux, qui conduisent dans des voitures immatriculées CA, qui n'arrivent pas à se faire 1 million par mois, et quelqu'un vous dit que voilà, grâce à des contenus qui lui ont permis de créer des formations, qui lui ont permis d'organiser des conférences, il s'est fait 3 millions en un trimestre. C'est extraordinaire, ça coupe le souffle. Je crois que... Bon, en fait, c'est rien. C'est rien parce que c'est le chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires, il faut aussi retirer les petites charges de fonctionnement. La charge, la connexion, exactement, tout ça. Les collaborateurs aussi doivent avoir leur part. Exactement. Bon. On ne se paye pas encore. On ne se paye pas encore. Donc on veut vraiment atteindre un niveau où l'entreprise sera vraiment autonome. Non, l'entreprise est déjà autonome, rentable même déjà. En fait, on veut juste que ça atteigne un niveau qu'on se dise que oui, à partir de cet instant, on peut se payer. Et c'est là que je vois que tes lectures ont payé parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, dès que l'argent commence à entrer, il ressort aussitôt. Et qu'il faut avoir l'intelligence financière. Et ce qui ressort beaucoup de ce que tu dis, formation, il faut avoir de l'intelligence financière aussi. Et surtout, avoir de la hargne au travail et de l'audace. Ça m'amène à quelque chose que j'ai envie de faire avec toi. Maintenant, c'est pas un jeu. Enfin, j'aurais voulu avoir une petite boîte où tu tires un sujet au hasard, mais je voudrais vraiment que les gens comprennent ou prennent conscience de la qualité des lectures que tu as faites. Je vais te donner 4 sujets, tu vas me dire dans lequel tu vas t'étendre. Le premier, l'influence des conflits. Quand je parle des conflits, parce que c'est que tu fais communication et son entreprise, l'influence des conflits, quand je parle de conflits, je parle évidemment de guerre, et je vais circonscrire le sujet à l'Afrique centrale. L'influence des conflits sur la qualité de vente en milieu entrepreneurial. Deuxième sujet, l'intelligence financière. Troisième sujet, la qualité de la formation comme levier. Je voulais dire quoi même. Il faut que je trouve un truc comme levier de succès, on va dire. Et le dernier sujet, l'entrepreneuriat. C'est très vaste, donc je vais te laisser le choix de prendre l'angle de traitement sur lequel tu veux traiter tout ça. Bon,
allons sur l'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Allons sur l'entrepreneuriat. Et je dis n'importe quoi. Pas n'importe quoi, tu vas me dire l'angle de traitement que tu as choisi et ensemble on va en discuter. Ok, l'angle de traitement peut traiter. Je pense que c'est à toi de me proposer. Oui, je crois que c'est mieux. Parlons de l'entrepreneuriat sous le prisme des difficultés que les entrepreneurs rencontrent et surtout dans un environnement africain. Africain, pourquoi? Parce que les réalités ne sont pas les mêmes en Europe. Ici, l'Africain va te dire, pour ouvrir son business, il faut d'abord qu'il ait le financement, il faut qu'il ait l'agrément de ceci. En fait, il te trouve des excuses. Et pour toi, donc, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'environnement africain et comment est-ce qu'on peut les contourner? Ok, les difficultés qu'on peut rencontrer dans le contexte africain, premièrement, et ça va toujours revenir à peu près à l'expérience que moi j'ai eu à vivre, c'est l'entourage et l'environnement qui ne comprend pas ce que tu veux faire. Et quand ces personnes qui sont autour de toi ne comprennent pas ce que tu veux faire, ça devient très compliqué. Dans le sens où, quand tu rencontres même une difficulté, tu as envie d'abandonner parce que personne ne va te soutenir. On va te dire que, mes gars, qui t'a envoyé te lancer? On t'a prévenu ici, là, tu n'as pas voulu écouter, tu es parti te lancer. Donc, lis ton heure tranquillement, tu restes seul dans ton coin. Donc, du coup, si la personne qui veut se lancer en entrepreneuriat, surtout dans notre contexte, ne se retrouve pas dans le bon écosystème, en fait, ça ne va pas marcher. Parce qu'en Afrique, malheureusement, nos mentalités ne sont pas encore suffisamment éveillées, surtout même encore en Afrique francophone ici. On a vraiment une mentalité qui est un peu limitée et tout ça. On voit la vie vraiment sur un seul angle et tout, sur un seul prisme. On veut vivre l'instant présent. Exactement. Donc du coup, si tu n'es pas en contact avec ces personnes-là qui vont te pousser, qui vont te challenger, ou même qui font simplement la même chose que toi, ce sera très difficile. Okay. Oui. Deuxième difficulté. Deuxième difficulté, je dirais, je parlerai de l'information, la qualité de l'information. Parce que généralement, les gens veulent se lancer en entrepreneuriat parce qu'ils ont vu telle personne qui se lance et que ça a marché. Ou du moins, ils ont vu un business comme ça, ils voient beaucoup de personnes faire et ils supposent que ça marche. Ils n'ont pas les informations, ils n'ont pas les chiffres du secteur en question. Ils se lancent juste comme ça. Avant de se lancer, il faut faire quand même des recherches, il faut être en contact avec des personnes qui sont déjà dans le secteur et qui vont te donner, et qui ont réussi, qui vont te donner des chiffres, des informations capitales. Moi, j'aime souvent dire que ça peut paraître paradoxal, qu'on ne se lance pas forcément sur la base d'une idée, mais plutôt sur la base d'une opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, dans ma famille, je peux avoir quelqu'un qui a un fonds de commerce, qui a un emplacement là, peut-être en route bien placée et tout ça. Et cette personne-là connaît même des fournisseurs en Chine, ou connaît des fournisseurs, je dis n'importe quoi. Bref, il connaît des fournisseurs peut-être dans les machines et tout. Si par exemple, je suis en contact avec cette personne, il a l'emplacement, il a le réseau. Moi, je suis déjà en contact avec lui. Et le fait que je sois en contact avec lui, c'est ça qui constitue l'opportunité. Et maintenant, directement, je vais saisir l'opportunité parce qu'il pourra me faciliter l'emplacement. On se connaît, on a une relation. Il pourra me faciliter au niveau des fournisseurs, au niveau de faire venir la marchandise, si peut-être je vais me lancer dans un secteur bien précis. S'il fallait donc dire un mot pour la fin, qu'est-ce qui, à ton sens, manque au Camerounais surtout pour s'en sortir dans le monde de l'entrepreneuriat et quelles sont les valeurs que tu juges essentielles lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, je vais parler des manquements, non? Des manquements et tout ça, exactement. C'est le réseau. On n'est pas en contact avec les bonnes personnes. On ne connaît pas les bonnes personnes. Les gens se disent toujours que c'est en restant à la maison, en faisant mes trucs là tranquille, une place, que je vais m'en sortir. On est très égoïste. Exactement. Voilà. Or, il faut travailler son réseau, il faut développer son réseau, il faut aller dans des environnements où on peut rencontrer des personnes similaires à nous. Donc dans des conférences, dans des formations, réseauter véritablement pour rencontrer ces personnes-là. Parce qu'une fois que tu es en business, on dit souvent qu'un numéro de téléphone vaut plus qu'un master 24. Dans le sens où, en fait, un numéro de téléphone peut te débloquer une situation que même si tu avais l'argent, ce n'est pas l'argent là qui allait venir résoudre le problème. C'est juste parce que tu connais telle personne et que cette personne-là a la solution ou il connaît une autre personne qui a la solution.
Donc du coup, il faut se mettre ensemble. Et c'est pour cette raison que nous, on a eu à mettre donc, sur pied la communauté Étincelle Plus. Parce que c'est une communauté de jeunes et de personnes qui veulent entreprendre de tout âge. Et on s'est dit qu'en se mettant ensemble, on peut se créer les opportunités entre nous. On peut faire donc jaillir notre véritable potentiel. Fanel, merci d'avoir accepté notre invitation. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine avec un invité tout aussi intéressant que Fanel. J'imagine que vous l'avez trouvé à la hauteur de notre programme iMérite. Si vous avez des idées ou des propositions, même de personnes que vous voulez recevoir, n'oubliez pas de les marquer en commentaire, de liker et surtout de partager. À très bientôt!